Alors, l'intérêt de ces samedis pédagogiques, c'est de faire à la fois des rappels théoriques sur certains cours, mais surtout essayer de voir ensemble quelles sont les problématiques posées par chaque pathologie. Et donc, c'est un enseignement qui va être interactif. Donc, j'espère que vous allez participer dans ce cas clinique. Alors, sans plus tarder, nous allons voir le cas de notre patiente. Alors, c'est une patiente âgée de 60 ans, aux antécédents d'hypothyroïdie, sous lévothyroxine sodique. Elle est ramenée aux urgences pour des troubles fluctuants de la conscience, associés à un tableau clinique de gastro-entérite évoluant depuis 2 jours. C'est une femme qui vivait chez son fils et qui était venue passer quelques jours chez sa fille. Sur le plan clinique, elle ne présente pas de plis cutanés ni de signes de déshydratation extracellulaire. Au niveau cardiovasculaire, elle est tachycarde à 150 battements par minute. Elle présente une tension à 80 mm de mercure de systolique et 60 mm de mercure de diastolique, avec des marbrures au membre inférieur. L'examen neurologique ne retrouve pas de signes de focalisation, avec des pupilles intermédiaires, réactives et symétriques. Seul un score de Glasgow, 7, est noté chez cette patiente. Malgré la présence de douleurs abdominales, son abdomen est souple et dépressible. Quelle est votre conduite? Le diapo ne passe pas. Ah bon? Vous l'avez maintenant ou pas? Oui. D'accord. Je vous laisse un peu... Le slide est bloqué. Est bloqué sur l'observation? Vous arrivez à voir la slide? Oui, oui, professeur. Très bien. D'accord. Alors, donc, vous m'avez entendu pour l'observation? Oui, professeur. Alors, d'après les données de cette observation, quelle serait votre conduite? Qu'est-ce que vous proposez pour cette patiente? Alors, vous pouvez prendre le micro. Est-ce que vous m'entendez? Petit souci apparemment. Allô? Je n'ai pas de retour de votre part. Je ne sais pas est-ce que vous m'entendez bien ou pas. Est-ce que... Oui, d'accord. Alors, si vous m'entendez, essayez de répondre à la première question. Je vais vous aider. Il s'agit d'une femme de 60 ans. Donc, c'est une femme âgée qui présente comme antécédent pathologique une hypothyroïdie et qui est ramenée par ses parents aux urgences en raison de troubles de la conscience avec des signes digestifs, des douleurs, vomissements. Son examen clinique ne retrouve pas de signes de déshydratation. Par contre, il trouve une fréquence cardiaque à 150 battements par minute, une tension artérielle à 80-60 mm de mercure, des marbrures au membre inférieur. Son Glasgow, il est à 7, donc altéré, mais son abdomen reste souple à la palpation. Donc, de quoi s'agit-il d'emblée? Utilisez alors le texte ou le SMS pour répondre si... Oui, très bien. Donc, Iman Abdallah, donc état de choc. Un état de choc. Parfait, parfait. D'accord, c'est un état de choc. Alors, cet état de choc, le diagnostic, il est simple. Je pense que vous connaissez tous comment on pose un état de choc.
D'abord, c'est une patiente qui présente une hypotension artérielle, donc une systolique inférieure à 90 mm de mercure, donc elle a exactement 80 mm de mercure avec une diastolique à 60 et surtout une hypotension associée à des marbrures. Ceci définit donc un état de choc. C'est une malade qui s'est présentée dans un tableau d'état de choc. C'est la première réponse à donner. Ensuite, n'oubliez pas que c'est une femme qui a des antécédents pathologiques, donc toujours est-il, et c'est important de retenir cet élément, une maladie auto-immune comme antécédent, l'hypothyroïdie, un tableau aigu, c'est une malade qui était jusque-là bien, mais d'un seul coup, donc 2 jours avant sa consultation aux urgences, elle a développé un tableau neurologique et digestif. Le tableau digestif, il était fait de douleurs abdominales, diarrhée, vomissement. Et surtout, son examen clinique, on a noté donc la tachycardie qui rentre dans le cadre de l'état de choc. Et ce qui est important également chez cette patiente, c'est qu'il n'y a pas de signe neurologique en foyer. On ne vous a pas dit qu'elle avait donc une paralysie faciale ou une hémiplégie. Elle avait juste un score de Glasgow à 7. Pas de signe de déshydratation extracellulaire. Et également, un élément important, c'est que l'abdomen était souple. Ceci donc va éliminer l'hypothèse d'une urgence abdominale ou d'une urgence chirurgicale. Qu'est-ce que vous allez faire aux urgences, en urgence? On intube la patiente. Alors, on ne va pas d'emblée indiquer l'intubation. D'abord, on évalue l'état de saturation. OK. Ensuite, selon l'état de saturation en oxygène, on pourra indiquer l'intubation ou pas. La première des choses, c'est de faire effectivement les mesures de réanimation, donc un remplissage systématique. Et surtout, on va également faire une enquête étiologique pour savoir pourquoi cette patiente est en train de faire un état de choc. Intubation, mise en place des voies d'abord, mise en place d'une sonde urinaire et une saturation en oxygène avec un bilan systématique. On ne va pas rentrer dans le détail des mesures d'urgence, je pense que vous l'avez fait déjà aux urgences. Donc, devant ce tableau d'état de choc, la première des choses, c'est de prendre les mesures de réanimation que sont la mise en place de voies d'abord, la mise en condition, sonde urinaire, mettre la malade sous monitoring de la tension artérielle, faire des prélèvements systématiques, ensuite interroger ses parents et réexaminer à chaque fois la patiente pour rechercher une cause à cet état de choc. Et voici l'organigramme qui reflète la conduite à tenir devant un état de choc. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'état de choc, il faut le reconnaître rapidement, surtout par la présence de tachycardie chez notre patiente avec une hypotension artérielle, donc moins de 90 mm de mercure de systolique, et surtout l'association avec des marbrures. Si vous avez ces éléments cliniques, vous posez rapidement le diagnostic d'état de choc. La deuxième question à se poser devant cet état de choc, est-ce que c'est un état de choc avec un débit cardiaque conservé ou élevé ou un bas débit cardiaque? Dans ce cas-là, on a besoin d'une échographie cardiaque à faire au lit du malade. Cette échographie cardiaque va nous dire est-ce que le débit il est élevé. Dans ce cas-là, il faut rechercher s'il n'y a pas un contexte allergique chez la patiente ou en interrogeant l'entourage, si elle n'a pas d'atopie antérieure, si elle n'a pas fait de crise d'urticaire, etc., ou si elle n'a pas pris de médicaments nouveaux qui seraient à l'origine de cet état de choc anaphylactique ou allergique. Donc ça, c'est le premier cas de figure, donc un état de choc anaphylactique, et là, on vient de le dire, il y a tout un contexte. Deuxième cas de figure, l'échocardiographie va vous dire qu'il existe un bas débit cardiaque. Dans ce cas-là, il pourrait s'agir d'une pathologie cardiaque
et vous avez une précharge élevée, c'est un choc cardiogénique. Est-ce que notre patiente avait des antécédents cardiologiques? Ce n'est pas mentionné, donc c'est peu probable. La deuxième éventualité, c'est qu'il s'agisse d'un état de choc avec bas débit, mais en rapport avec une hypovolémie. Dans ce cas-là, la précharge elle est basse. Soit c'est une hypovolémie liée à une hémorragie extériorisée, par exemple, une hématémèse, une hématurie, etc. Et là, on va parler d'état de choc hémorragique et sa prise en charge, vous la connaissez. Ou bien, c'est des pertes insensibles. Dans ce cas-là, c'est un choc hypovolémique indéterminé. Il faut chercher ces pertes-là, soit par une déshydratation, soit c'est une hémorragie qui est occulte. Autre cas de figure d'état de choc, c'est la phase précoce d'un choc septique qui peut s'accompagner d'un débit cardiaque bas. Et là, la même chose, il y a un contexte de septicémie avec présence souvent chez la personne d'une fièvre, d'une infection déterminée, pulmonaire, urinaire ou d'une infection sur cathéter. Ensuite, cette phase de début qui est caractéristique du choc septique, donc qui s'accompagne au départ d'un bas débit cardiaque, va par la suite avoir un débit plus élevé. Et si vous voyez le patient à la deuxième phase, vous allez trouver qu'à l'échocardiographie, le débit cardiaque est élevé et il faut toujours s'orienter en fonction du contexte clinique de la patiente ou du patient que vous allez recevoir aux urgences. Ça, c'était un rappel sur la conduite à tenir devant un état de choc. Et là, les plaques se bloquent. Très bien. Vous avez cette plaque, la nouvelle plaque? Alors, non. Maintenant, vous l'avez ou pas? Oui, parfait. Donc, on a vu ensemble un rappel sur la conduite à tenir devant un état de choc, comment déterminer sa nature en fonction des résultats ou des données de l'échocardiographie. Maintenant, voici la suite de notre observation. Vous avez fait, donc on l'a dit au départ, les mesures d'urgence, donc faire un bilan systématique. Et dans ce bilan-là, c'est la glycémie qui doit se faire de façon rapide. Chez notre patiente, elle était de 1,38 g par décilitre. Son taux d'hémoglobine était à 12,3. Donc la glycémie était plus ou moins correcte, donc un peu élevée, mais la malade n'était pas à jeun. Le taux d'hémoglobine est correct, donc il n'y a pas de signe d'hémorragie, que ce soit patente ou latente. L'électrocardiogramme, c'est également un examen systématique, en particulier devant cette tachycardie. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un rythme sinusal régulier, sans trouble de la conduction ni de la repolarisation. La température mesurée, elle était à 39,5 degrés Celsius, ce qui a motivé donc l'administration de paracétamol. Malheureusement, l'épreuve de remplissage que vous avez prescrit n'a pas donné de résultat, puisque la tension artérielle s'est maintenue à 80 de systolique et 60 mm de mercure de diastolique. Par contre, le Glasgow, donc l'état neurologique, s'est amélioré, ce Glasgow est passé de 7 points à 14 points. Vous avez demandé une gazométrie dans le cadre de la prise en charge de cet état de choc, et voici le résultat. Un pH à 7,28, une PaO2 à 91 mm de mercure, une PCO2 à 34 mm de mercure et la CO3 à 15 mm de mercure, avec un taux de lactate à 7 mmol par litre. Le ionogramme sanguin, une natrimée à 130 et une calémie à 2,9. Son fils vient voir sa maman et vous dit que cette dernière prenait un médicament, donc il vous ramène cette boîte depuis longtemps pour un syndrome de chien.
interpréter les résultats de ces examens. Interpréter les résultats de ces examens. Très bien. Alors, il y a H qui dit acidose. Alors, acidose métabolique décompensée, hyponatrémie, hypocalémie, pour saharzamia. Alors, quand on vous demande, quand on vous pose la question interpréter les résultats, vous devez interpréter chaque résultat. Une glycémie capillaire à 1,38, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Un taux d'hémoglobine à 12,3, est-ce que c'est normal ou pas normal? L'électrocardiogramme, la même chose. C'est-à-dire, chaque élément, vous devez l'interpréter et répondre à cette question. Ok, donc, il y a une hypercalémie pour H, une calémie à 2,9, c'est une hypercalémie. Hypocalémie, merci, très bien, donc c'est une hypocalémie, effectivement. Une hyperglycémie capillaire, oui, puisqu'elle dépasse les 1,26 g, mais cette patiente retenait qu'elle n'était pas à jeun, donc ce n'est pas une véritable hyperglycémie, puisque c'est une glycémie capillaire postprandiale. L'anatrémie est normale, parfait, le taux d'hémoglobine, lactate élevé, parfait Samuel, oui, effectivement, c'est une lactatémie élevée, 7 mmol par litre. Excellent, donc la majorité a su répondre aux questions. L'élément le plus important chez cette patiente, c'est les données de la gazométrie. Alors, nous allons voir la même chose, un rappel sur l'interprétation de la gazométrie. La première des choses qu'on voit sur les données de la gazométrie, c'est le pH. Donc, si le pH il est supérieur à 7,45, c'est une alcalose. Si par contre le pH il est inférieur à 7,35, c'est une acidose. Et notre patiente, elle avait un pH à 7,28. Donc, c'est une acidose, parfait. Donc, si on est devant une acidose, on va voir le taux de bicarbonate. Le taux de bicarbonate, il était bas chez notre patiente avec une PaCO2 qui était normale. Si le taux de bicarbonate est bas, ça veut dire qu'on est devant une acidose métabolique. Et dans ce cas-là, on va s'orienter avec le calcul du trou anionique pour rechercher les différentes étiologies qui peuvent être très variées et diverses. Le trou anionique, pour rappel, il se calcule de cette façon-là, grâce à cette formule, que je vous ai mis en bas de la plaque. C'est le sodium, potassium moins, entre parenthèses, chlore plus les bicarbonates. Et aussi, on peut calculer le trou anionique corrigé, qui est le trou anionique plus, entre parenthèses, 40 moins l'albumine qu'on multiplie de 0,25. Alors, selon ce taux anionique, s'il est augmenté ou s'il est normal, augmenté supérieur à 25. Dans ce cas-là, il peut s'agir soit d'intoxication au salicylé, au méthanol, à l'éthylène, par aldéhyde, soit c'est une altération métabolique liée à une acidose lactique, à une acidocétose diabétique, à une insuffisance rénale. Par contre, quand le trou anionique est normal, il pourrait s'agir soit d'une augmentation des apports en chlore, comme une perfusion de solution de sodium, une nutrition parentérale, des pertes digestives de bicarbonate, comme chez notre patiente, diarrhée, une fistule biliaire, pancréatique, une dérivation urétérale, etc. Des pertes rénales de bicarbonate, par exemple en utilisant les diurétiques d'épargne potassique, les inhibiteurs de la nitrase carbonique, et enfin une cause rare qui est l'acidose tubulaire rénale. Alors, ça c'était un rappel pour l'interprétation de la gazométrie. Donc, notre patient est en train de faire une acidose métabolique.
sur les données cliniques, sur les données de votre prise en charge, donc le test de remplissage, etc., sur les données de la gazométrie, sur les données de l'électrocardiogramme, la glycémie qui était correcte, le taux d'hémoglobine qui était également correct. Quel est votre diagnostic final? Ensuite, si vous avez posé un diagnostic, quelle est la prise en charge que vous allez préconiser chez cette patiente? Je reviens toujours à vos SMS. Non, d'accord. Alors, essayez de répondre à cette question. Très bien. Alors, Sweet Angel, elle a répondu, c'est une insuffisance surrénalienne aiguë. Alors, tu peux prendre le micro? Non. Pseudonyme Sweet Angel, oui. Arrêt brutal, alors insuffisance surrénale aiguë par effet rebond, arrêt brutal des corticoïdes. Pourquoi elle prenait des corticoïdes, la malade? Médecine. Est-ce que la malade prenait des corticoïdes? Non, par infection. Est-ce qu'on vous a parlé d'une infection? Alors, pour Mado, c'est une infection gastro-entérite. Non, il n'y a pas jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'éléments en faveur d'une infection. Alors, Medsina, elle prenait de l'hydrocortisone, pas des corticoïdes, ce n'est pas la même chose, l'hydrocortisone. L'hydrocortisone, c'est une cortisone physiologique. Les corticoïdes, c'est de la cortisone synthétique. C'est parce qu'elle avait une assurance antihypertensive. Parfait, très bien. Donc, c'est une malade. Puisque vous avez vu la boîte que le fils vous a ramenée, c'est de l'hydrocortisone, et elle le prenait pour un syndrome de Chion. Donc, ça veut dire qu'elle le prenait de façon elle le prenait au long cours. C'est une vieille de 60 ans. Probablement, elle a dû faire un accouchement hémorragique qui s'est compliqué d'une nécrose hypophysaire et qui a entraîné donc une insuffisance corticotrope. Et une insuffisance corticotrope associée à quoi? À une insuffisance thyroïdienne. Rappelez-vous, à l'énoncé, on vous a dit que c'est une patiente qui était suivie pour hypothyroïdie, qui était sous lévothyroxine. Donc, cette patiente a probablement une insuffisance hypophysaire avec donc une insuffisance corticotrope et une insuffisance thyriotrope. Donc, elle a dû arrêter, et tu l'as dit, c'était Angel, elle a dû arrêter aux médecines SINA, elle a dû arrêter cette hydrocortisone, et donc l'arrêt de cette hydrocortisone n'a pas pu compenser l'état de stress ou peut-être une infection quelconque, et donc augmenter les besoins et entraîner ce tableau d'insuffisance surrénalienne aiguë. Mais ma question, est-ce que si on ne vous a pas donné l'intitulé du cours, et si on ne vous a pas donné cette information que le fils a rapportée, est-ce que vous auriez pensé au diagnostic? Oui, c'est évident. Alors, c'est évident. D'accord, très bien. Expliquez-moi comment c'était évident. J'ai dit bien, hein, si on ne vous a pas donné l'intitulé de ce cours d'aujourd'hui, et si on ne vous a pas donné l'énoncé ou l'information que cette patiente prenait de l'hydrocortisone. Le tableau d'insuffisance surrénalienne aiguë, oui, vomissement déshydratation. Est-ce que les vomissements déshydratation sont spécifiques? Est-ce que l'état de choc est spécifique? Voilà, doucement, d'accord. Alors non, docteur Calicine, on le retrouve un peu partout. Parfait. Non, tableau, parce que non spécifique, effectivement. Les troubles ioniques, alors oui, très bien. En parlant des troubles ioniques, quels sont les troubles ioniques qu'on peut retrouver dans l'insuffisance surrénalienne?
analyste de fin. Oui. Alors, Sweet Angel dit non, mais le contexte d'hypothyroïdie nous oriente. Parfait. Donc, je vais m'arrêter à cela. Le contexte, effectivement, d'hypothyroïdie, c'est un contexte qui pourrait orienter vers l'hypothèse d'une insuffisance surrénalienne, surtout si la malade présentait un tableau atypique d'état de choc. Oui, mais attention, hein, les causes les plus fréquentes d'hypothyroïdie chez la femme, c'est des hypothyroïdies périphériques. Donc, c'est des maladies auto-immunes. Ok, d'ailleurs, sur la plaque, ce n'était pas un élément discriminatif parce que le contexte d'auto-immunité entraîne souvent des hypothyroïdies périphériques. On est d'accord, pas des hypothyroïdies centrales. L'origine centrale, souvent, est causée par le syndrome de Chion, donc une nécrose hypophysaire. Et deuxième élément, très bien Samuel, c'est l'interrogatoire. Il ne faut pas hésiter à interroger et réinterroger surtout l'entourage sur ces éléments-là, parce que parfois, ce n'est pas aussi évident, en particulier devant un tableau d'état de choc que vous n'arrivez pas à classer, et deuxièmement, devant un tableau digestif qui n'est pas spécifique du tout. Donc, très bien, vous avez tous pensé à l'insuffisance surrénalienne, excellent, parce que c'est le premier diagnostic à soulever. C'est pourquoi? Parce que c'est un diagnostic qui, une fois posé précocement, une fois pris en charge précocement, ça peut améliorer de façon spectaculaire le pronostic vital, je dis bien le pronostic vital du patient. Donc, rapidement chez cette patiente, faire un dosage de la cortisone glycée, donc un prélèvement, et entamer les mesures de réanimation que sont la mise en place de la noradrénaline, puisque la malade n'a pas répondu au remplissage. Donc, si elle n'a pas répondu au remplissage, on va essayer de mettre un vasoconstricteur périphérique pour faire augmenter sa pression artérielle et donner systématiquement de l'hydrocortisone après avoir fait le prélèvement. L'hydrocortisone, alors il y a plusieurs schémas. On peut donner des bolus en IV ou en I1 de 100 mg renouvelés chaque 8 heures, comme on peut donner un bolus de 100 mg toujours en IV ou en I1. Ensuite, on va prendre le relais en perfusion par 24 heures d'environ 150 à 300 mg. Le dosage de la cortisone chez cette patiente était de 0,2 microgrammes par décilitre. Vous savez tous que les normes, c'est de 3 microgrammes par décilitre, ce qui confirme le diagnostic d'insuffisance surrénalienne aiguë. Et pour rappel, l'axe hormonal qui gère la synthèse des glucocorticoïdes démarre de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est lui qui sécrète la CRH. La CRH, donc, elle va stimuler l'hypophyse qui va sécréter la CTH et la CTH va agir sur les glandes surrénales, plus particulièrement au niveau de la fasciculée et qui va ainsi entraîner la synthèse des glucocorticoïdes, le cortisol et la cortisone. Ce sont là les deux hormones physiologiques. Au niveau de la zone glomérulaire, il y aura une stimulation de la synthèse des minéralocorticoïdes, l'aldostérone. Et enfin, au niveau de la zone réticulée, là, il y aura une synthèse des androgènes ou la DHEA. Donc, c'est très simple. Cet axe-là répond au feedback. Donc, une fois les glucocorticoïdes sécrétés, donc une fois leur seuil dépasse donc, les normes dans le sang, il va y avoir un feedback négatif, donc il va inhiber leur synthèse. Et généralement, cette synthèse, elle est ponctuelle, donc elle répond à un état de stress ou de sollicitation. Toujours dans les rappels physiologiques, ou plutôt rappels, avant de voir les autres rappels physiologiques, un mot d'épidémiologie. L'insuffisance surrénalienne est une affection rare. C'est une affection rare qui peut toucher un patient ou une personne sur 10 000 habitants. Sa première description, elle a été décrite par M. Thomas Addison en 1855.
Et le risque principal de cette insuffisance surrénalienne, c'est la survenue d'une insuffisance surrénalienne aiguë. Et c'est ce qu'on vient de voir dans le cas clinique. Cette insuffisance surrénale aiguë, si elle n'est pas prise en charge à temps, elle va entraîner le décès immédiat. S'il vous plaît, docteur, les diapos sont bloqués. Bloqués, d'accord. Le problème, c'est que quand je passe à au diaporama, ça ne passe pas. Quand je passe comme ça, je n'arrive pas à faire passer les plaques. Vous arrivez à voir les plaques maintenant? Oui ou non? C'est au niveau de l'épidémiologie maintenant. Vous êtes sur l'épidémiologie, d'accord. Vous avez vu cette plaque? Oui, oui. Rappel physiologique, c'est bon? Oui. Très bien. Toujours dans les rappels physiologiques, donc on a vu tout à l'heure un petit mot sur l'épidémiologie. C'est une affection, on a dit que c'est une affection rare, mais parfois elle peut se compliquer d'insuffisance surrénalienne aiguë. C'est une complication qui est fatale si elle n'est pas prise en charge rapidement. Sur le plan toujours physiopathologique, quelques rappels sur les effets du cortisol physiologique. C'est une hormone qui va stimuler la myoglycogénèse, d'où l'effet hyperglycémiant. S'il y a un manque, automatiquement, vous allez avoir une hypoglycémie, mais ce n'est pas constant à 100%. Cette cortisol, elle stimule le catabolisme protidique, elle stimule la lipogénèse, viscérale surtout, et la région fascio-tronculaire. Elle inhibe la sécrétion d'hormones antidiurétiques, elle a une action sur le système nerveux central, d'où l'effet psychogène du cortisol, et elle a un effet anti-inflammatoire et antipyrétique. La stimulation du tonus vasculaire, et à forte dose, elle peut avoir un effet minéralo-corticoïde, d'où la perturbation du bilan du ionogramme sanguin. Quant à l'aldostérone, minéralo-corticoïde, il entraîne une rétention sodée avec excrétion de potassium, et il est sous la dépendance de la rénine. Sa sécrétion, elle est préservée en cas d'insuffisance surrénale secondaire. Donc, si vous avez une insuffisance surrénalienne secondaire, vous n'avez pas un déficit en aldostérone. Par contre, s'il y a une insuffisance surrénale périphérique, il peut avoir une altération de la synthèse des minéralocorticoïdes. Les androgènes surrénaliens, principalement la DHEA, leur manque, quand il y a un manque en androgène, elle peut expliquer chez la femme surtout une dépilation. Ça, c'est des rappels physiologiques que vous connaissez certainement. L'insuffisance surrénale aiguë, c'est une urgence vitale, on ne va pas cesser de le dire. C'est une complication qui complique souvent l'insuffisance surrénale lente primitive et moins souvent l'insuffisance surrénale centrale. Cliniquement, elle s'accompagne d'une fatigue importante, d'un collapsus, rappelez-vous, notre patient, voire un état de choc qui peut aller jusqu'à un tableau de déshydratation extracellulaire. L'atypie chez notre patiente, pourquoi il y a eu ce retard diagnostique, c'est qu'elle n'avait pas au départ un tableau de déshydratation. Deuxième élément clinique, c'est les troubles de conscience qui peuvent aller de la confusion voire le coma. Et généralement, c'est les troubles de conscience qui sont fluctuants. La malade, elle peut en état de conscience et le récupérer juste après. Toujours dans le tableau clinique de l'insuffisance surrénale aiguë, il y a des signes digestifs qui peuvent parfois mimer un tableau chirurgical ou pseudo-chirurgical, les douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Chez notre patiente, c'était le cas. L'abdomen, heureusement, l'abdomen était celui donc élimine en quelque sorte la véritable urgence chirurgicale. Les douleurs diffuses peuvent être révélatrices de l'insuffisance surrénale aiguë, des myalgies, des crampes, etc. Et parfois, vous pouvez avoir une hyperthermie sans point d'appel. C'est le cas de notre patiente. Donc, elle avait 39 degrés Celsius, mais elle n'avait aucun foyer infectieux patent, ni urinaire, ni pulmonaire, ni méninge. À la biologie, quand vous allez faire vos analyses biologiques, vous pouvez noter une hypercalémie qui n'est pas constante, une hypoglycémie
qui n'est pas également constante, une insuffisance rénale qui n'est pas constante, mais qui peut se voir surtout chez les enfants, mais qui peut accompagner un état de choc, même s'il n'est pas en rapport avec une insuffisance surrénale. Et enfin, on peut avoir comme tableau biologique une acidose métabolique hyperchlorémique. C'était le cas de notre patient. Le diagnostic positif, il ne faut pas le retarder. Toujours penser à cette insuffisance surrénalienne aiguë, faire le nécessaire, donc donner de l'hydrocortisone et ne pas attendre les résultats des prélèvements. L'idéal, c'est toujours de faire un prélèvement ensuite, juste après, mettre la thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de confirmer ce diagnostic, parce que c'est des malades qui vont avoir une substitution en hydrocortisone au long cours. Et donc, si le diagnostic il est faux, vous allez mettre votre patient sous traitement au long cours alors qu'il ne le fallait pas. Sur le plan biologique, les éléments que vous pouvez constater donc, à la biologie non spécifique, on l'a dit, une hyponatrémie, une anémie normocytaire normocrone, une leuconeutropénie, une hyperiosinophilie, tout ceci en rapport avec un manque de cortisol, une insuffisance rénale qu'on a dit qui n'était pas spécifique, une hypoglycémie. Ces deux éléments se voient surtout chez l'enfant. Et en dehors de bilan non spécifique au standard, vous allez lancer un bilan spécifique qui est le dosage des hormones surrénales. Vous savez tous, il est situé entre 7h et 9h du matin, donc c'est pourquoi on fait une cortisolémie de 8h. Si maintenant cette cortisolémie, elle dépasse les 200 nanogrammes par ml ou les 20 microgrammes par décilitre ou 550 nanomoles par litre selon le laboratoire, ceci élimine donc l'insuffisance surrénale. Par contre, si le taux il est inférieur à 30 nanogrammes par ml ou 3 microgrammes par décilitre ou 83 nanomoles par litre, c'est une insuffisance surrénalienne. Cette insuffisance surrénalienne, vous allez voir, est-ce qu'elle est périphérique ou centrale? Donc, vous allez compléter par le dosage de la CTH. Si la CTH est supérieure à 100 picogrammes par ml, c'est une insuffisance surrénalienne périphérique. Maintenant, quand la cortisolémie elle est borderline, c'est-à-dire située entre 20 et 30, là, vous avez besoin de tests dynamiques. Donc, vous allez un petit peu stimuler la surrénale pour voir est-ce qu'elle est toujours active ou non, en donnant un mimétique de la CTH, donc du synactène, et 1 heure après, vous allez doser la cortisolémie. Si cette cortisolémie est supérieure à 210 ou 600 ou 21 mg par 100, la surrénale est bonne, donc il n'y a pas d'insuffisance surrénalienne. Voici un autre organigramme, toujours dans l'interprétation de la cortisolémie. C'est ce qu'on vient de voir, mais de façon encore plus explicite. Si vous avez donc une cortisolémie moins de 3 microgrammes par décilitre, c'est une insuffisance surrénalienne confirmée. Vous allez doser ou mesurer la CTH. Si la CTH elle est basse ou normale, c'est une insuffisance surrénalienne secondaire. Si maintenant la CTH est élevée, c'est une insuffisance surrénalienne primaire ou primitive. Notre patiente présente une insuffisance surrénale secondaire, puisque vous savez que les étiologies qui peuvent expliquer cette insuffisance surrénale, il y a deux types, ou deux grandes étiologies. Vous avez une interruption d'une corticothérapie prolongée, c'est ce qu'on voit souvent en pratique courante, donc c'est des malades qui sont sous corticothérapie pour une raison ou une autre, un rhumatisme inflammatoire, de l'arthrose, comme moyen antidouleur, etc. Donc, dès que la personne dépasse une posologie physiologique qui est supérieure à 30 mg d'équivalent d'hydrocortisone ou bien 7,5 mg de prédnisone pendant 3 à 4 semaines, donc dès qu'elle dépasse cette posologie, cette durée, le risque d'insuffisance surrénalienne s'installe. Néanmoins, ce risque, il est dépendant ou il varie d'une personne à une autre. On peut avoir une personne qui a pris cette posologie élevée pendant 3-4 semaines et elle a arrêté le traitement de façon brutale sans qu'il y ait d'insuffisance surrénale, et il y a d'autres qui peuvent prendre
la même posologie, au bout de 3 semaines, il arrête et vous avez cette insuffisance surrénale. Sachez que toutes les formes de présentation de corticoïdes que le patient prenne encourent le même risque d'insuffisance surrénalienne, que ce soit par voie orale, par voie injectable, IM, IV ou intra-articulaire et même inhalée, le risque d'insuffisance surrénale centrale ou secondaire lié à l'arrêt brutal est toujours le même. Deuxième catégorie d'étiologie, ce sont les causes qui peuvent toucher directement l'hypophyse ou l'hypothalamus ou l'hypothalamo-hypophyse. Dans ce cas-là, soit c'est des tumeurs hypothalamo-hypophysaires, donc il y a un envahissement, une granulomatose, une sarcoïdose avec localisation cérébrale ou centrale, une maladie auto-immune qui peut entraîner par exemple une hypophysite auto-immune, une chirurgie hypophysaire et enfin, comme le cas de notre patiente, une nécrose hypophysaire. Pourquoi? Parce que la vascularisation hypophysaire, elle est très sensible. Dès qu'il y a une hypoperfusion, vous allez avoir une altération de la synthèse de ces hormones-là. C'est pourquoi, quand la femme accouche et fait une hémorragie de délivrance, donc elle va perdre beaucoup de sang, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une vasoconstriction artérielle sur tout l'organisme pour compenser cette perte. Et donc la vasoconstriction au niveau hypophysaire va être délétère dans la sécrétion de ces hormones et donc entraîner une insuffisance corticotrope qu'on appelle le syndrome de Chian. Une radiothérapie pour une tumeur peut également être une cause de l'insuffisance surrénale centrale. Quelle est la prise en charge de l'insuffisance surrénale aiguë ou insuffisance surrénale tout court? Alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. Hein. On est d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, la prise en charge, l'objectif, c'est de substituer l'hormone déficiente, on l'a tous compris. Deuxième objectif important, c'est d'éduquer le patient porteur d'une insuffisance surrénale, et pas seulement le patient, même l'entourage. Et enfin, traiter la cause de l'insuffisance surrénale, surveiller régulièrement le patient parce que le risque de décompensation aiguë est toujours là, et comment prévenir ces risques, toujours dans l'éducation du patient et de son entourage pour éviter au maximum la survenue d'une insuffisance surrénale aiguë. La prise en charge, c'est commencer rapidement le traitement sans attendre les résultats biologiques. On l'a dit tout à l'heure, vous devez retenir cet adage et qui est toujours valable. Le traitement substitutif, quand on comprend la physiopathe, on sait que les glucocorticoïdes, donc l'hydrocortisone, on la donne en cas d'insuffisance surrénale périphérique ou centrale, avec une posologie de entre 20 et 30 mg par jour en 2 ou 3 prises, ou bien on peut donner également de l'acétate de cortisone à une posologie de 20 à 35 mg par jour. Les minéralocorticoïdes, quand il y a une atteinte périphérique, on peut l'associer à l'hydrocortisone. C'est de la fludrocortisone de 50 à 100 microgrammes par jour en 1 à 2 prises. Enfin, la substitution androgénique n'est pas systématique en cas d'insuffisance surrénalienne. N'oubliez pas le traitement étiologique. Le traitement symptomatique ou substitutif, il est simple, vous l'avez vu, c'est la supplémentation en hormones déficientes, mais essayez à chaque fois de chercher la cause et de traiter la cause. Par exemple, quand il s'agit d'une tuberculose, une infection des surrénales, donc une tuberculose va entraîner une nécrose des surrénales et donc une insuffisance surrénalienne. Il faut systématiquement associer à cette substitution hormonale un traitement antituberculeux. Le syndrome de Schmitt, qui est associé donc une thyroïdite auto-immune périphérique et une insuffisance surrénale lente périphérique, là, vous allez mettre le patient sous traitement corticotrope ou hydrocortisone plutôt, plus lévothyrox, donc opothérapie. Quand il s'agit d'une sarcoïdose
on traite la cause, donc la sarcoïdose selon son activité. S'il s'agit de métastase, c'est le traitement de la néoplasie. Les infections, la même chose, en particulier, par exemple, l'HIV, qui est connu comme cause fréquente d'insuffisance surrénale périphérique. Enfin, s'il s'y associe des blocs enzymatiques qui sont des affections un peu rares, on va mettre le patient sous traitement freinateur de la puberté, de l'hirsutisme, etc. L'éducation, ça c'est un chapitre important que tout un chacun de nous doit connaître, qu'il soit spécialiste ou généraliste, même spécialiste de n'importe quelle spécialité, il doit connaître ces mesures-là parce que vous êtes amené à prendre en charge un cas d'insuffisance surrénale pour n'importe quel problème, un accouchement, une intervention ophtalmologique, une intervention orthopédique, etc. Donc, vous devez connaître quels sont les éléments importants à enseigner chez ces personnes-là. Donc, l'éducation du patient, elle est incontournable. Le traitement substitutif, retenez que c'est à vie. Il n'y a pas de régime hyposodé ou quoi que ce soit. Le régime doit être normosodé. Attention à l'automédication parce qu'il y a souvent des interférences médicamenteuses avec l'hydrocortisone. Et il faut que cette personne-là doit toujours se munir d'une carte où c'est écrit clair et net, insuffisant surrénalien, avec dans sa poche ou dans un sac ou dans un cartable ou une sacoche, un kit d'injection d'hydrocortisone avec des comprimés de fludrocortisone associés. Quelles sont les règles à transmettre au patient et à son entourage? D'abord, leur expliquer le tableau clinique d'insuffisance surrénale, et vous avez vu que c'est un tableau clinique protéiforme qui n'est pas spécifique, ça va de la douleur abdominale, au vomissement, parfois une déshydratation, parfois un état de choc, etc. Et ne pas hésiter, dès qu'il y a apparition de ces symptômes, de mettre une ampoule d'hydrocortisone et d'aller ensuite consulter son médecin traitant. Autre enseignement ou règle à donner, c'est les situations de décompensation. À chaque fois que vous avez une situation qui va demander plus de cortisol, automatiquement, il faut les connaître pour augmenter la dose de l'hydrocortisone. Par exemple, en présence d'une infection quelconque, virale ou bactérienne, il faut augmenter la dose d'hydrocortisone. Une situation de stress, passer un examen, par exemple, est une situation de stress, ne pas hésiter à augmenter la dose. Un coup de chaleur, une chirurgie, chez la femme enceinte, augmenter la dose de l'hydrocortisone. Toute situation qui exige une sécrétion de cortisone doit s'accompagner d'une augmentation de la dose de l'hydrocortisone. À droite, vous avez les interférences médicamenteuses que vous pouvez donner comme information à votre patient et également les retenir. Par exemple, si le patient prend en parallèle de l'hydrocortisone des inducteurs enzymatiques comme les anti-épileptiques, les antituberculeux, la rifampicin-isoniazide, les jus de pamplemousse en quantité élevée, tous ces inducteurs enzymatiques augmentent la dose de l'hydrocortisone. Non, doivent inciter à augmenter la dose d'hydrocortisone. Par contre, les patients qui sont sous inhibiteurs enzymatiques comme le ritonavir, l'antiviral, la cimétidine, fluoxétine, etc., là, on doit faire baisser la dose d'hydrocortisone parce que ça augmente leur concentration plasmatique. Les indications d'une insuffisance surrénalienne primitive, c'est les glycocorticoïdes et minéralocorticoïdes. Par contre, quand vous avez une insuffisance surrénale centrale, comme chez notre patient, il n'y a pas indication à mettre les minéralocorticoïdes parce que leur sécrétion est préservée. Dans ce cas-là, c'est des patients qui sont mis sous hydrocortisone seul au long cours. La surveillance, attention, il ne faut pas se baser sur le dosage de la cortisolémie. Il faut surveiller le patient sur le plan clinique. Donc, cette surveillance, elle repose sur l'état clinique du patient. Sous hydrocortisone, il va vous dire que je me sens moins fatigué, il va y avoir une prise de poids, la pression artérielle qui va se normaliser, etc. S'il y a des perturbations
à la biologie, donc le ionogramme sanguin va se normaliser, etc. Ce sont là les paramètres de surveillance des patients qui sont mis sous hydrocortisone. Et vous avez à la fin cet organigramme. Au cours d'une suspicion d'insuffisance surrénalienne, vous avez deux cas de figure. Soit le patient il n'est pas connu, soit il est connu. Par exemple, chez notre patiente, elle n'était pas connue, en même temps elle était connue, puisqu'on vous a donné l'information un peu plus tard. Donc, chez les patients qui sont connus ou traités pour insuffisance surrénalienne aiguë, il faut d'emblée, dès que vous avez une suspicion d'insuffisance surrénale aiguë, avec les tableaux cliniques qu'on a vus, d'emblée donner de l'hydrocortisone en IV, 100 mg. Ensuite, reprendre le traitement. Dès qu'il y a amélioration clinique, on peut reprendre le traitement par voie subcutanée. Ensuite, évaluer la gravité de cette atteinte et ne pas oublier de rechercher le facteur déclenchant de cette insuffisance surrénalienne aiguë ou de cette complication. Chez notre patiente, c'était l'arrêt du traitement. Enfin, quand il s'agit d'une personne qui n'était pas connue, donc révélatrice, là, on va faire un bilan complet, un bilan hormonal, cortisolémie avec ACTH, avant le début du traitement. Chez l'enfant, c'est un peu particulier, un peu dosé en parallèle la rénine, et on fait un test thérapeutique, on donne de l'hydrocortisone en IV, sans attendre les résultats des prélèvements effectués. Si maintenant, avec cette supplémentation en hydrocortisone, vous allez noter une amélioration, c'est qu'il s'agit très très probablement d'une insuffisance surrénalienne qui s'est installée. Et là, les prélèvements, vous allez récupérer les résultats et les interpréter. S'ils confirment votre diagnostic, c'est un patient donc à mettre sous traitement en cours. Si ce n'est pas le cas, on peut faire marche arrière. Je pense que c'était la dernière plaque. J'espère que vous m'avez suivi, même si je ne vous ai pas entendu parler. Centrale, oui. C'est une origine centrale, effectivement. C'est une insuffisance surrénalienne centrale. Le syndrome de Chian est une insuffisance surrénalienne centrale. Merci, merci. J'espère que c'était clair. Oui, qu'est-ce qu'elle a la granulomatose? Pourquoi on ne donne pas le gluconé en cas d'insuffisance centrale? Parce que la synthèse des minéralocorticoïdes au niveau surrénalien, elle dépend de la rénine. Ça n'a rien à voir avec l'hypophyse. Donc, elle dépend de la sécrétion de rénine, et la rénine, elle est sécrétée au niveau rénal. Espérons que ça va tomber au Zidane, ça, je ne peux pas vous... Mais bon, même si vous aurez des questions, j'espère que vous allez bien répondre. Comment peut-on expliquer l'hyperglycémie chez notre patient? Alors, je vous ai dit que c'était une glycémie qui n'était pas normale, c'est une glycémie postprandiale. Ce n'est pas une véritable glycémie, une hyperglycémie, parce que vous savez que pour le diabète, il faut que la glycémie dépasse les 2 grammes à n'importe quel moment, que ce soit en postprandial ou à jeun. Si elle dépasse 2 grammes, on peut poser le diagnostic. Chez cette patiente, c'est une glycémie à 1,38. Et c'est une glycémie postprandiale, ce n'est pas une glycémie à jeun. On est d'accord. Et la réaction, alors ces éléments-là ne sont pas spécifiques de ce qu'on a dit comme élément dans l'insuffisance surrénale aiguë, ce n'est pas spécifique. On peut noter une hypoglycémie comme on peut avoir une glycémie normale. Est-ce que la granulome peut donner une atteinte centrale et périphérique? Effectivement, bien sûr, la granulomatose ou la sarcoïdose, la sarcoïdose peut atteindre l'hypophyse comme elle peut atteindre les surrénales. Ah, docteur, j'ai des coupures, oui. Alors, professeur, je n'arrive pas à expliquer l'hypocalémie. Alors, l'hypocalémie chez la patiente, c'est les vomissements. D'accord? C'est les pertes. On est d'accord. C'est les pertes par les vomissements. C'est pourquoi il y a eu un peu de retard dans la prise en charge ou dans la mise en place de l'hydrocortisone. La fièvre est inexpliquée. Même le mécanisme au cours de l'insuffisance surrénale aiguë n'est pas vraiment bien compris. En cas d'insuffisance surrénale, on sait que la présence de fièvre sans signe d'appel peut
faire partie des signes cliniques de l'insuffisance rénale aiguë. Ça, c'est en réponse à Nesrine Ba'abdelli. Envoyez-nous le support, d'accord. Ok, d'accord. Donc, toujours, on n'a pas de signe spécifique d'une insuffisance rénale, on doit la suspecter d'après les antécédents, d'après la réponse. Parce qu'attention, par exemple, l'insuffisance rénalienne peut compliquer un choc septique. Un patient qui est en réanimation ou qui est aux urgences pour un véritable sepsis, qui rentre en état de choc et malgré vos thérapeutiques, donc des antibiotiques, malgré, et il ne répond pas, pensez à une nécrose surrénalienne, à une insuffisance surrénalienne. S'il vous plaît, quelle est la cause la plus fréquente d'insuffisance surrénale aiguë? Je vous ai dit, c'est l'arrêt brutal de la corticothérapie. Okay, parce que je pense que vous l'avez constaté, il y a beaucoup de malades qui sont sous corticoïdes au long cours. Et donc, l'arrêt brutal de la corticothérapie peut entraîner une insuffisance rénalienne parce que c'est un axe très sensible. Et donc, la prise au long cours des corticoïdes va mettre en hibernation de l'axe corticotrope. Et s'il y a un arrêt brutal, il n'y a pas ensuite de sécrétion. Et donc, vous allez avoir comme complication l'insuffisance rénale aiguë. Okay. Merci. Alors, merci à tous. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Alors, je vous dis bonne soirée et bon courage pour la suite.